à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Et l'on-nous ce dimanche un chapitre spécial, émission dédiée à l'affaire Jubilard. Cédric Jubilard, vous le savez, reconnu coupable du meurtre de sa femme vendredi, condamné à 30 ans de prison par les assises. Mais ce n'est pas l'épilogue de cette affaire, car il y aura un deuxième procès Jubilard. Et ses avocats, comment vont se préparer à ce deuxième procès? Comment ont-ils vécu ce premier procès? Ceux qu'ils ont réussi, ceux qu'ils ont ratés. Maître Emmanuel Franck et Maître Alexandre Martin sont nos invités exceptionnels cette semaine. Ils seront sur ce plateau dans un instant pour nous livrer leurs impressions, leurs regards et puis aussi pour peut-être nous dire qui est vraiment Cédric Jubilard, puisque depuis quelques heures, beaucoup d'encre coule sur sa personnalité. Il a été comme absent de son procès. Alors qui est-il vraiment? 4 folles semaines de procès, 2 avocats en première ligne. Soyez les bienvenus dans Histoire criminelle, chapitre 7. Tout de suite, le fait de la semaine. La semaine, c'est évidemment cette condamnation de Cédric Jubilard à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Mais à l'issue de ce premier procès, puisqu'il y en aura un deuxième, reste une question en suspens. Qui est vraiment Cédric Jubilard? Ces 2 avocats vont nous donner leur regard, leur impression dans un instant, mais on voulait se pencher d'abord sur cette personnalité avec nos 2 premiers invités. Ce dimanche, Jeanne Cancard, bonjour, vous êtes journaliste à TF1, vous avez couvert ce procès, vous êtes allé au cœur de cette salle d'assises, vous allez nous dire ce que vous avez vu et comment vous l'avez interprété. Merci beaucoup d'être là. Et puis Marilyn Baranès est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie clinique, vous êtes experte aussi auprès des tribunaux, vous connaissez parfaitement cette machine et ce type de profil. On voulait votre regard pour essayer de comprendre qui est Cédric Jubilard. Peut-être commençons par vous, Jeanne. Vous l'avez vu, vous, Cédric Jubilard, vous l'avez vu en face de vous. Comment, globalement, s'est-il comporté? On a dit beaucoup de choses, comme absent, parfois un peu arrogant. Comment vous l'avez vu et comment vous l'avez ressenti? Si vous voulez, c'est difficile, c'est-à-dire que, évidemment, ça rentre le comportement, l'attitude qu'a l'accusé dans son box derrière ses vitres. Il est évidemment scruté par les journalistes, par la cour, par les jurés. C'est un homme, on l'a dit, on l'a beaucoup répété, qui est resté assez impassible, assez stoïque. Il a montré assez peu d'émotions. Ses avocats aussi l'ont souligné, évidemment. Finalement, quel comportement est-ce qu'il doit adopter? C'est-à-dire que il a répété à plusieurs reprises qu'il était innocent. Maître Franck l'avait souligné. Est-ce qu'il faut qu'il le dise en criant, en chuchotant, en pleurant? Évidemment, c'est très difficile, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce que les jurés ont aussi pu ressentir, et ce qui a pu également jouer aujourd'hui dans ce verdict, c'est son attitude. Parfois, certains dans le public qu'on pouvait aussi interroger nous disaient qu'il était dépourvu d'émotion, que ça soit quand on parlait de Delphine, quand on parlait de ses enfants. Il y a eu des moments très forts dans ce procès, des témoignages très forts, ses proches, un enregistrement qui a été entendu, une lettre de son fils, et tout ça, c'est vrai que on n'a pas forcément ressenti d'émotion particulière. On va reprendre tous ces éléments parce qu'effectivement, difficile de comprendre comment il a pu ne pas réagir au témoignage de sa mère, à la lettre de son fils. On va y revenir. Juste avant, puisqu'on parle de sa mère, la mère de Cédric Jubilard s'est exprimée dans Le Parisien hier. Et elle a cette phrase. Regardez bien ce qu'elle dit. Cédric ne s'est pas battu pour montrer qu'il était innocent. Elle est intéressante, cette phrase, Marilyn Baranès. Est-ce qu'on peut véritablement dire que finalement, il ne s'est pas plus battu que ça? Est-ce que c'était une forme d'aveu indirect? Écoutez, c'est difficile d'interpréter les propos d'une mère a posteriori. Bon, ne s'est pas battu. Je ne sais pas très bien ce que... En fait, au fond, une mère qui dit ça voudrait dire que pour elle, il aurait pu se battre, mais il l'a pas fait. Mais donc, pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce que, en fait, il y a eu un échange très très dur entre elle et lui pendant le procès, où elle a clairement dit ses doutes. Absolument. Et donc, en fait, est-ce qu'elle n'est pas en train de dire, de façon détournée, que d'une certaine façon, c'est quand même elle, au moment du procès, qui a battu son fils. Et donc cette phrase, elle est très ambivalente. A posteriori, du procès, une fois qu'il est condamné, je trouve que c'est le fait d'utiliser le mot se battre, c'est quand même très très fort. En tout cas, il y a de la violence. Et en fait, pendant le procès, elle a quasiment dit que pour elle, son fils était capable d'avoir fait ça. Donc, en fait, c'est elle qui s'est pas battue pour sauver son fils, et pas le contraire. C'est intéressant, on va en parler dans un instant avec les avocats de Cédric Jubilard. Mais le moment où cette maman vient
parler devant les jurés, qu'elle dit ses doutes sur son propre fils, pour Cédric Jubilard, alors il ne s'agit pas de le plaindre, mais on peut imaginer que ça fait quelque chose. Et à ce moment-là, il ne réagit pas. Non, il ne réagit pas. Finalement, la seule réaction qu'on a eue indirectement, c'est par la voix de ses avocats, puisque à la fin, ces avocats se sont levés. Ils auraient pu interroger Nadine Fabre, donc la mère de Cédric Jubilard. Ils nous ont dit, Cédric nous a demandé qu'on ne la questionne pas. Finalement, est-ce que c'est sa façon à lui de la protéger, de ne pas l'accabler davantage, ou alors il savait peut-être qu'elle allait dire quelque chose qui n'allait pas jouer en sa faveur. C'est la question qu'on a posée. Nous, on a pu la rencontrer le soir après son audition à la barre, Nadine Fabre. Elle nous a dit, en tout cas, je note qu'il a demandé à ce qu'on ne me questionne pas, mais j'ai pas voulu croiser son regard. Elle m'a dit tous les jours dans le box, elle était là quasiment tous les jours. Il y a quelques matinées, quelques après-midi où c'est compliqué, où elle s'absentait, mais sinon elle était vraiment quasiment là tous les jours, sa mère. Et ce jour-là, le jour où elle est venue déposer à la barre, donc c'est la 3e semaine du procès, ce jour-là, elle m'a dit, je veux pas le regarder, parce que je voulais pas non plus croiser son regard à ce moment-là. Lors de son audition, il y a 2 phrases extrêmement fortes qui sont ressorties. C'est évidemment la phrase quand elle raconte ce que Cédric Jubilard donc lui a dit 3 semaines avant la disparition de sa femme. J'en ai marre d'elle, je vais la tuer, l'enterrer et personne ne la retrouvera. Ça, c'est donc ce que Cédric Jubilard lui a dit. Oui. Et ce qui est évidemment aussi très fort, c'est ce qu'elle a prononcé après. Elle a dit, j'aurais dû prendre ça au sérieux. Si j'avais pris ça au sérieux, on n'en serait pas là. Ce qui est troublant, et vous nous le disiez, c'est qu'il entend ça et il ne réagit pas. Alors nous, on réagit avec nos émotions. On pourrait se dire, je m'effondre parce que c'est ma mère qui dit ça, je suis en colère parce que c'est ma mère qui dit ça, et lui, il n'y a rien. Comment, alors vous n'êtes pas dans le dossier, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a des archétypes pour expliquer comment quelqu'un face à une propre mère qui dit ça ne réagit pas, ne manifeste pas d'émotion ? Alors, on a vu. Alors, je veux juste dire un truc sur la maman, enfin la mère de Cédric Jubilard. Je crois qu'elle a été décrite dans les expertises, qui ont été faites comme une femme adolescente, une mère adolescente. J'ai lu ça. Donc quelqu'un ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la posture ni maternelle, ni étayante, ni adulte, ni protectrice. Bon. Elle a eu très jeune, elle l'a eu à 16 ans et demi. Bon, voilà, donc une mère adolescente, effectivement très jeune. Hein, elle a 26 ans quand il a 10 ans. Enfin, vous voyez, faut imaginer à 26 ans, on est quand même encore très jeune. Alors, pour revenir sur la question de l'émotion, de l'absence d'émotion. Pendant 4 semaines de procès, il faut quand même revenir sur la question de la temporalité, parce que vous pouvez feindre des choses, d'accord, mais 4 semaines. Oui. Est-ce qu'on peut jouer un rôle 4 semaines ? 4 semaines en cour d'assises, interpellé par le président de la cour, par les avocats, par à la fin l'avocat général, les jurés qui vous regardent, les témoins. Tellement de gens qui ont dit des choses très difficiles à l'égard de Cédric Jubilard. Et il n'a pas sourcillé. On est dans un profil de psychopathologie. On n'est pas dans quelqu'un qui se contient, et à un moment donné qui va exploser, parce que on peut contenir des émotions. Mais la question de je fais un effort, l'effort c'est toujours temporel, c'est-à-dire qu'on peut pas faire un effort ad vitam aeternam, et là il est malmené. 4 semaines, c'est très très dur, c'est très très long, et là entre son fils, sa mère, les témoins, et il n'a pas sourcillé. Alors oui, les profils, c'est des profils de personnalité, d'ailleurs comme il a été décrit pendant les expertises, égocentrique, manipulateur, froideur émotionnelle, incapacité de ressentir quoi que ce soit, et donc dans cette capacité de pouvoir faire des choses sans être atteint, parce qu'il n'y a pas de résonance émotionnelle. Les mots exacts, regardez, Pierre Equet, c'est l'expert qui a été entendu lundi, ce 13 octobre. Voilà ce qu'il dit après avoir vu 2 fois. C'était, que je ne vous dise pas d'erreur, en janvier et en juillet 2021. Il s'adapte à l'interlocuteur, il peut se montrer coléreux, mais aussi rapidement séducteur. C'est un homme égocentrique, très sûr de lui, ayant une haute opinion de lui-même. C'est quelqu'un qui effectivement, du fait
du fait d'un fort narcissisme, mais malheureusement utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire dans la manipulation, il est sûr de lui au niveau de ce qu'il croit être une intelligence sociale. Donc, il est effectivement égocentrique parce qu'il pense qu'il est plus intelligent. Il peut défier la justice. Il n'y a pas de corps. Donc, c'est très facile pour lui de dire, écoutez, au fond, vous m'accusez de quelque chose, mais est-ce que c'est un crime de laver du linge à 3 heures du matin? Est-ce que... Ça a d'ailleurs été un des arguments des avocats qui seront là dans un instant, de dire c'est pas parce qu'il porte un pyjama panda qu'il a l'air ridicule et que c'est un sale type que c'est un criminel. Voilà, exactement. Alors c'est effectivement le rôle des avocats de la défense. Maintenant, lui, il est dans à la fois dans cette séduction, mais la séduction, dans ce cas-là, c'est de la manipulation. C'est-à-dire, je vais te donner ce que tu veux entendre si ça va me servir. Sinon, absent. C'est intéressant et on verra ce que répondent à tout cela ces avocats dans un instant. Il y a un autre moment particulièrement fort, et vous l'évoquiez, c'est le moment où on va lire la lettre rédigée par Louis. Donc Louis, c'est le fils de Delphine et de Cédric. Il a 11 ans aujourd'hui et il a rédigé une lettre à l'intention de la présidente de la Cour. Cette lettre, elle va être lue. Voici un petit extrait. « Cédric m'insultait beaucoup, comme petit ou gros con. Un jour, Cédric m'a tapé tellement fort derrière la tête qu'une de mes dents s'est arrachée en tapant la table du salon. » À la lecture de cette lettre, il va y avoir quelques mots qui vont sortir de la bouche de Cédric Jubilard. Je trouve ça triste. C'est tout ce qu'il dit. Non, pas plus de réaction. Et c'est vrai qu'en effet, tout ce qui a été dépeint, toute la personnalité qui a été dépeinte, que ce soit à travers les témoignages des proches de Delphine, de Cédric, pendant ces 4 semaines de procès, les experts qui ont pu, les enquêteurs de personnalité, c'est vrai que il y a un homme qui nous a été dépeint, un homme coléreux, vous l'avez dit, un homme qui pouvait être pervers, manipulateur, et c'est pas du tout ce reflet-là qu'on a eu, nous, dans la salle d'audience pendant ces 4 semaines de procès. Après, il faut rappeler qu'il sort de plus de 4 ans de détention aussi. C'est quelqu'un que j'avais rencontré au moment de la disparition de sa femme, quelques jours après, que je revois donc 4 ans et demi après. C'est quelqu'un qui a ça, c'est intéressant. C'est plus le même? C'est physiquement, alors c'est dur de dire c'est plus le même. Moi, je ne le connaissais pas évidemment personnellement. Physiquement, c'est encore une fois, c'est des analyses qu'on peut faire. Il a un petit peu, c'est vrai qu'il a un petit peu maigri. Faut se rappeler que c'est 4 ans et demi de détention, 4 ans et demi à l'isolement. Donc aussi où il va personne, c'est-à-dire que souvent il a beaucoup jeté des coups d'œil dans le public. C'est-à-dire que régulièrement il regardait le public. Il faut imaginer qu'il a vu aussi personne pendant ces 4 ans et demi, et qu'il a très peu réagi, que ce soit sa mère, que ce soit donc son fils. On lisait la lettre de Louis, assez peu de réactions. Les seules personnes, on a ressenti parfois des sourires où il a un petit peu suivi du regard et qu'il avait un regard presque bienveillant, c'était sa famille d'accueil, parce que quand il était petit, quand il était plus jeune, il a été placé en famille d'accueil. Là, ils sont venus témoigner à la barre, et d'ailleurs, on peut souligner que ces membres de cette famille d'accueil, c'est à peu près les seuls, pendant ces 4 semaines d'audience, qui ont dépeint un portrait un petit peu à sa faveur, c'est-à-dire qu'il parlait d'un petit garçon, mais bon, qu'ils ont connu il y a très longtemps, mais qui parlait d'un petit garçon gentil, serviable. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des semaines, que ça soit du côté de ses propres enfants, du côté de l'entourage proche, plus ou moins, ce qui était dépeint comme personnalité ne jouait pas en sa faveur. C'est intéressant parce qu'on voit bien en vous écoutant que c'est très compliqué d'avoir des traits caractéristiques de sa personnalité, de savoir qui est vraiment Cédric Jubilard. C'est une peut-être des inconnues qu'on a à l'issue de ce procès. J'aimerais aussi que vous nous disiez, parce que vous êtes habitué à ces cours d'assises pour intervenir, pour analyser des criminels et pour venir rapporter cela, à quel point une attitude pèse dans la tête des jurés? Alors, dans la tête des jurés, c'est toujours... pour avoir un petit peu discuté avec des jurés, ils vous disent à quel point c'est difficile, quoi. C'est très compliqué. C'est monsieur et madame tout le monde qui, tout d'un coup, n'ont pas le droit de sauf cas de force majeure, se défausser, et ils doivent participer à un jugement. Ils vont regarder l'attitude de la personne, mais je crois qu'ils vont quand même beaucoup se fier en réalité aux expertises, aux témoignages, à la police qui va venir témoigner, aux gens. Ils vont quand même se fier à des choses. Ils sont pas en mesure d'analyser le comportement. Par contre,
bien sûr, s'il y avait eu un comportement de colère intempestif, ils l'auraient remarqué, ils l'auraient pris en compte. Là, ils ont pris en compte quelqu'un qui ne bouge pas, mais ils ne sont pas en mesure de pouvoir analyser cette absence de mouvement en termes d'analyse professionnelle. Donc, ils vont quand même beaucoup se fier à tout ce qui va être dit tout au long du procès. Et c'est le résultat d'ailleurs de ce qui s'est passé. La personnalité de Cédric Jubilard. Ces avocats vont nous éclairer dans un instant. Merci beaucoup Marlene Barnès. Merci beaucoup Jeanne Cancard d'être venue sur le plateau d'Histoire criminelle. Et tout de suite, on va donc rejoindre nos grands témoins. Nos grands témoins, ce sont les deux avocats de Cédric Jubilard. Merci beaucoup à vous deux d'être là, maître Emmanuel Franck, maître Alexandre Martin. C'est votre première grande interview post-verdict. On va avec vous voir votre réaction au verdict. On va voir comment vous avez travaillé. On va essayer de comprendre aussi ce qui a peut-être péché dans votre travail, ce qui n'a pas fonctionné dans ce procès et ce qui a au contraire marqué les esprits. Encore une fois, merci d'être là. On va prendre le temps de vous poser toutes les questions que tout le monde se pose après ces 4 folles semaines. Mais d'abord, pour commencer, on parlait à l'instant, vous l'avez entendu, de la personnalité de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, on va voir la photo qu'on a eue de lui, cette photo de Cédric Jubilard au premier jour dans son box. On évoque beaucoup de possibilités, beaucoup de traits de caractère. Pour vous, cet homme, Cédric Jubilard, c'est qui ? Écoutez, je vais essayer d'être assez précis et court dans ma réponse, puisque ça a justifié que je plaide 2h40 sur la personnalité de cet homme. C'est un homme qui a une personnalité complexe, mais qui a été beaucoup caricaturé. J'ai entendu tout à l'heure madame qui faisait les commentaires à la personnalité de monsieur Jubilard, sans l'avoir rencontré. On a des experts qui sont venus, qui nous ont parlé quand même, dans les rapports, de spontanéité, d'un homme qui n'est pas décrit comme un manipulateur. C'est pas vrai. On même demandé à l'expert s'il cherchait à manipuler son interlocuteur pour se rendre plus beau qu'il n'est. Non, c'est ce que dit Pierre Equet, l'expert qui a parlé le 13 octobre. Il a tout à fait modéré son propos lorsqu'il est intervenu oralement. Un homme qui est doué d'empathie, nous ont dit les deux experts. Ça n'a absolument rien à voir. La difficulté de Cédric Jubilard à cette audience, c'est la construction de sa personnalité et l'aggravation qui en a été faite par le traitement carcéral de cet homme qui, encore une fois, était enfermé et toujours enfermé à l'isolement depuis 4 ans et demi. Et ça a joué, malheureusement, sur sa présentation à l'audience. Vous avez dit ce n'est pas un tyran, vous avez dit c'est peut-être un sale type, ça n'en fait pas un criminel pour autant, je vous cite durant le procès, c'est un sale type. Alors, j'ai tempéré immédiatement en disant, moi je ne le pense pas et j'ai l'avantage sur la cour de l'avoir vu très régulièrement pendant 4 ans et demi. Simplement, c'est l'idée qui était transmise parce que on était à un moment donné, la justice s'est trouvée un peu dans un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des éléments suffisants, puisque nous c'est ce que nous avons plaidé, il fallait faire de cet homme un meurtrier, c'est-à-dire il fallait faire en sorte qu'il ressemble aux actes qu'on lui reprochait, à défaut d'avoir des éléments précis sur les actes qui lui étaient reprochés. Et donc, il y a eu des quantités de témoignages qui n'avaient pour objet et pour effet que d'en faire un sale type. Et on va les reprendre, on va les écouter, on va revoir tout ce que vous avez essayé de démonter, notamment dans votre plaidoirie, toute sa personnalité que vous avez, vous, défendue dans sa plaidoirie. Vous restez avec nous dans Histoire criminelle. Dans un instant, interview en longueur, première grande interview des avocats de Cédric Jubilard. C'est sur LCI et c'est dans Histoire criminelle. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, c'est la suite d'Histoire criminelle dédiée à l'affaire Jubilard. Condamnation de Cédric Jubilard ce vendredi à 30 ans de prison. Et sur ce plateau, pour leur première grande prise de parole depuis ce verdict, les avocats de Cédric Jubilard sont avec nous. Maître Emmanuel Franck, maître Alexandre Martin, merci d'être là. Avec Guillaume Fabre. Bonjour Guillaume. Bonjour, on a beaucoup de questions à vous poser et on va prendre le temps de rebalayer tout ce qui s'est passé. Commençons peut-être d'abord par cette journée de vendredi. C'était l'aboutissement de 4 semaines d'un travail intense qu'on va reprendre. Ce verdict tombe. Que vous en a dit Cédric Jubilard ? Comment a-t-il réagi ? Que vous a-t-il dit une fois qu'il a su qu'il était condamné ?
Eh bien, c'est un homme, pour le dire de manière générale, parce qu'après, les termes que nous avons pu échanger, ce que nous avons pu nous dire relève, vous l'imaginez bien, du secret professionnel, mais évidemment, mettez-vous à sa place, c'est un homme qui est complètement abattu, complètement abasourdi, par, d'une part, cette décision de culpabilité, bien sûr, et d'autre part, par le quantum de la peine, 30 ans de réclusion criminelle. Je crois que c'est un homme qui, à ce moment-là, ne comprend pas ce qui lui arrive et est complètement abasourdi par la décision qui vient d'être prononcée. Vous l'aviez, j'imagine, préparé aux deux hypothèses. Il n'avait pas dans l'idée qu'il allait être condamné ou qu'il pouvait être condamné ? Bien évidemment, depuis le début, nous nous battons pour obtenir son acquittement. Mais comme nous sommes des professionnels et que nous connaissons la cour d'assises et parfois des décisions qui peuvent surprendre, nous avions effectivement envisagé avec Cédric Jubilard l'hypothèse d'une condamnation. Donc je ne dis pas qu'il était préparé, puisque quand même la réflexion c'était d'obtenir l'acquittement, mais on lui avait dit que ça pouvait arriver. On avait quand même envisagé cette hypothèse. Guillaume ? Quel est votre état d'esprit aussi à vous, la question d'après ? Puisqu'il y a le sien, mais il y a le vôtre. Vous allez devoir jouer un second procès, un procès en appel, chez vous, à Toulouse. Comment vous vous sentez, vous ? Vous sentez l'énergie de repartir ? Alors, le premier sentiment, ça a été de la déception. Mais je dirais, ça n'intéresse pas grand monde. Et puis, nous sommes des professionnels. Donc, nous avons très rapidement réagi et avons remis symboliquement la robe pour reprendre le combat. On savait de toute manière qu'il y allait y avoir deux procès. Quand bien même aurait-il été acquitté en première instance, le parquet général aurait relevé appel. Donc là, nous redémarrons et nous allons retravailler avec lui en vue de ce procès. Ça change quoi que ce soit à Toulouse ? Ça change. Alors si, il y a quand même un élément qui nous semble peut-être important, c'est l'éloignement, peut-être aussi. Non pas que les jurés d'Albi, enfin on ne préjuge de rien sur ce qui a pu animer leur décision et on ne le saura jamais. On aura cette feuille de motivation, on en reparlera sûrement, mais il y a peut-être un éloignement en temps et géographiquement aussi. C'est le seul, je dirais peut-être avantage que nous y voyons et encore je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir un impact. Il y a cet après qui va se construire avec tout ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines. On va y revenir. Je voudrais juste qu'on remonte un instant le fil. On a cette photo de vous. Vous dites ça n'intéresse personne, nos états d'âme. Peut-être pas. Regardez cette photo. C'est vous deux, juste avant le prononcé du verdict. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, cette photo. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans votre tête ces quelques secondes avant que le verdict ne soit rendu. Eh bien, c'est le lot de notre métier quand on attend des verdicts de cour d'assises. Alors, a fortiori dans une décision pareille, une angoisse terrible, le cœur qui bat à 200 pulsations minutes, un stress, voilà, qui nous envahit à ce moment-là. C'est un des moments les plus difficiles pour un avocat qui est investi. Parce que, vous savez, tout ce que nous plaidons, nous y croyons. Ça vient des tripes, ça vient d'une réflexion. On n'est pas des bonimenteurs. Tout ce que j'ai plaidé pendant 3h40, je croyais à chacune des phrases que j'ai pu prononcer. Donc, c'est pas l'aspect personnel. On prend pas une décision pour soi quand on est avocat. C'est simplement que on croit en quelque chose. On croit en l'innocence de quelqu'un. On croit en l'impossibilité de condamner un homme sur un dossier pareil. Et on croit en des principes qui sont même au-delà du cas particulier de l'affaire Jubilard. Et donc, c'est un investissement personnel et pas qu'en termes de travail, un vrai investissement. C'est un métier qu'on a chevillé au corps et qu'on ne peut pas exercer si on n'est pas complètement imbibé par ces principes. Donc, il y a cette crainte à un moment donné de ne pas être entendu dans l'innocence de cet homme, mais au-delà dans ce que doit être la justice d'après la conception que nous en avons. Du doute, vous avez essayé d'en instiller, vous avez plaidé plus de 3 heures, plus de 2 heures, en cumulé, ça fait 6 heures au moins de plaidoirie. Du doute, il y en a eu pendant 4 semaines, vous en avez rajouté pendant les plaidoiries, et pourtant ça ne passe pas. Beaucoup dans la presse judiciaire, après vous avoir écouté plaider, disaient, ils peuvent le faire. Peut-être que ça peut basculer, les plaidoiries sont assez fortes pour emporter un acquittement. Comment vous expliquez que cette part de doute ne lui est pas profité? Dans la présentation des choses, c'est déjà assez inquiétant
qu'on puisse avoir des journalistes qui connaissent les assises et c'était un peu comme des paris en disant on est 50-50. Ben déjà 50-50 ça m'effraie. 50-50 c'est un acquittement. Alors pourquoi le doute n'a pas suffi ou n'a pas été jugé suffisamment important pour acquitter Cédric Jubilard? Nous le saurons dans 3 jours parce que nous connaîtrons la motivation. Les jurés, il y aura une lettre qui donnera les motivations des jurés. C'est ça, et nous saurons exactement le raisonnement qui s'est construit. Voilà, d'ores et déjà, j'imagine que nous allons être un peu surpris de ce qui va être retenu. Je crains que ce ne soit le résumé de l'ordonnance de mise en accusation avec une juxtaposition de tous les éléments qui en réalité sont tous friables si on les analyse dans le détail. Alors justement, rentrons dans le détail. Ces éléments qui ont peut-être pesé très lourd contre vous, contre votre client. Le premier, c'est peut-être en ce 11e jour d'audience, quand la mère de Cédric Jubilard vient témoigner. Elle va livrer ses doutes au juré. Elle va répondre à de nombreux journalistes, notamment à Jeanne Cancard qui était sur ce plateau il y a un instant. Et écoutez, elle redit à Jeanne ce qu'elle a dit au juré. Cette phrase, quand il me l'a dite, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Pour moi, elle n'avait aucune incidence. D'ailleurs, je lui ai répondu, arrête de raconter des conneries, et je suis passée à autre chose. Parce que pour moi, c'était pas à ce moment-là, à l'instant T, c'était une phrase dite sous le coup de la colère. Si j'avais peut-être agi, elle n'aurait peut-être pas disparu. Vous avez toujours ce doute qui vous tient, qui vous lâche pas depuis des mois et des mois? Oui, j'ai ce doute. Je vais vous dire la vérité, avec Guillaume, quand on a entendu ce témoignage, on s'est dit c'est le point de bascule. À partir de là, c'est fini pour Cédric Jubilard. Mais vous imaginez, j'entends ce que vous dites, et peut-être que cela a constitué un point de bascule, mais c'est terriblement dangereux. On a pendant 10 jours, les 10 premiers jours de l'audience étaient consacrés à l'enquête, avec des experts, avec le travail du directeur d'enquête ainsi exposé, et pendant 10 jours, j'ai quand même la prétention de penser que la défense a marqué des points, c'est-à-dire que, pour résumer, quand on parlait de ce qui doit nous intéresser, je pense qu'on marquait des points. Et puis est arrivé un certain nombre de personnages, dont la mère, et là je crois qu'on atteint le paroxysme de ce qui est le plus détestable en matière de justice, des gens qui viennent donner leur avis. Et effectivement, une mère qui vient donner son avis, et toute la question quand même qui se pose la concernant est de savoir à quel moment elle a été mère, à quel moment surtout elle a arrêté de l'être, si tant est qu'elle l'ait été un jour. Et donc on va donner du crédit à un personnage qui en réalité a eu cet enfant à l'âge de 16 ans, qui ne s'en est jamais occupé, qui l'a toujours abandonné et qui aujourd'hui, c'est notre analyse, mais ça vaut pas plus que ce qu'elle dit, vient se racheter une conscience en disant écoutez, moi je n'ai rien à voir avec tout ça, je suis là pour mes petits-enfants et je pense mon fils coupable. Comment ça peut être un point de bascule en matière de justice? C'est la question du vide et de qu'est-ce qui comble le vide. Le vide, c'est l'absence de preuves que Delphine Jubilard est bien morte et on ne sait pas non plus comment elle est morte. Et comment on comble ce vide? À défaut de preuves lourdes, par des témoignages. Et en fait, il y en a 1,5 témoignages. Il y a la mère et le fils de Cédric Jubilard, le petit Louis, qui témoigne très indirectement. Est-ce que c'est pas là que se forge la conviction des jurés quelque part? Dans ce témoignage et dans cette lettre, qui sont extrêmement à charge contre Cédric Jubilard. Regardez le danger. Là, on n'est plus dans la conviction qui se forge sur des preuves. On est dans l'intimité. Parce qu'on parle de témoins qui ne sont témoins de rien. La mère fait part d'une conviction, fait part d'une impression, d'un ressenti, mais elle n'est témoin de rien. Donc ça nous amène, et c'est contre ça que l'on va lutter en appel, c'est pour ça aussi qu'on est avocat, ça nous amène à des décisions comme celle-ci qui posent une véritable difficulté, où effectivement le tribunal de l'émotion a surpassé le tribunal de la raison. On demande aux jurés leur intime conviction. On dit c'est quoi votre intime conviction? Et à défaut d'en avoir une au démarrage du procès d'assises, est-ce que vous pouvez pas épouser celle des autres? Et quand c'est la mère, quand c'est le fils, est-ce que vous attrapez pas la conviction d'autres qui sont pas n'importe qui dans son environnement et vous la faites vôtre? Alors, l'intime conviction, cet article du 353 du Code de procédure pénale, tout le monde en fait un article magnifique. C'est un article qui est désuet. Ça a évolué quand même avec la jurisprudence et pour pas qu'on sombre dans les risques d'une telle décision, on doit l'analyser, l'intime conviction,
d'abord c'est la conviction, forgée par des preuves, qui peut être confortée par une intimité, mais la priorité c'est le raisonnement, c'est la motivation, c'est ça il faut rappeler aux jurés qu'une motivation, un raisonnement de culpabilité doit être écrit. L'intime conviction, c'est le risque, c'est la petite sœur de l'erreur judiciaire. Il y a ce que dit la mère de Cédric Jubilard, il y a aussi ce qu'elle donne comme élément factuel pour elle. C'était dans le Parisien hier. Regardez ce qu'elle déclare à nos confrères du Parisien, et ça vous concerne directement. La mère de Cédric Jubilard qui s'exprime: je l'ai vu durant ce procès, sans réaction, impassible, sans émotion, alors que je le connaissais spontané et volubile. Je ne l'ai pas reconnu. Il y a deux explications. Soit ses avocats lui avaient conseillé d'en dire le moins possible, soit il était sous médicaments. Laquelle des deux ? Alors j'ai bien peur qu'une fois encore les analyses de cette dame soient un peu erronées. Et je pense que la solution est autre. C'est un homme qui est depuis 4 ans et demi au quartier d'isolement. Le quartier d'isolement, nous savons que la Cour européenne considère que quand il est employé sur du long terme, c'est qualifiable de traitement inhumain et dégradant. C'est pas pour rien, c'est pas juste des mots. C'est que ça dessèche les hommes, ça les désincarne et ça les rend aussi quand même en incapacité à un moment donné d'émettre correctement des émotions. Il y a cet aspect-là qui a beaucoup joué pour Cédric Jubilard, c'est que 4 ans et demi à parler au mur, 4 ans et demi à ne voir que ses avocats quasiment, 4 ans et demi à être complètement déshumanisé. Donc après on arrive dans une arène, il arrive dans une arène comme celle-là, et on lui demande d'avoir les réactions de quelqu'un qui vivrait c'est ça qui explique normale. Son absence de réaction. Vous nous dites c'est ces 4 ans de prison à l'isolement qui justifie ce détachement qu'il a eu, ce que certains ont pris des fois pour de l'arrogance, pour de la défiance, pour de la distance totale avec ce qui se passait. Je crois que c'est pas indifférent. Après, il y a la personnalité. Vous savez, il y a des gens qui sont volubiles. C'est quand même très compliqué dans une affaire comme celle-là, avec la présence de médias, de gens qui le scrutent. C'est très compliqué d'avoir le bon comportement. Si un jour on pouvait m'indiquer quelle est la recette du bon comportement pour un accusé, je suis preneuse, parce que d'expérience, rien ne va jamais. Un accusé pleure. Il s'explique très peu. Il dit peu de mots. Oui, il fait des phrases extrêmement courtes. Il n'a pas un langage étayé. C'est pas quelqu'un qui a un langage extrêmement étayé déjà à la base. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est non plus, de par son passé, dans l'expression permanente de ses émotions. Je veux dire, la base qui est celle de Cédric Jubilard, de toute façon, est une base qui, effectivement, est celle d'un homme qui a souvent vécu de la souffrance et qui a appris au fur et à mesure à verrouiller un peu les affects pour ne pas souffrir. Donc ça, il y a quand même cet élément-là. Rajouter à cela 4 ans et demi d'isolement, rajouter à cela la pression d'un procès comme celui-ci, et on arrive à quelqu'un qui fait comme il peut. Oui, il y a les jurés qui le voient tel qu'il se présente à eux, y compris en survêtement. Il y a sa posture qui, pendant ces 4 semaines d'audience, franchement, vous n'êtes pas beaucoup, vous n'êtes pas toujours. Il y a sa mère, il y a son fils. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'absence de contre-récit? Parce que ce qui peut peser dans le verdict des jurés, il y a le fait qu'on leur présente pas vraiment d'alternative au cours de ces 4 semaines. C'est quoi qui aurait pu se passer d'autre? Et en fait, ils sont repartis un peu avec cette question. Il n'y a pas de contre-récit. Alors, d'abord, la défense n'a pas à justifier ou à démontrer l'innocence de quelqu'un. Le contre-récit, en réalité, ça a été démontré par Emmanuel, c'est tout ce que les enquêteurs n'ont pas fait. Et le nombre de pistes qui n'ont pas été fouillées, le nombre d'hypothèses qui n'ont pas été étayées, ne serait-ce que les FIGES, on appelait les FIGES, c'est des personnes qui sont fichées délinquants sexuels. Sachant que dans un secteur extrêmement restreint, vous en avez 288. Que sur ces 288 personnes, ils ont examiné la situation de 65. Tout peut arriver. Si à l'époque où Patrick Dils a été condamné, son avocat s'est élevé en disant mais imaginez qu'il y ait un tueur en série qui chemine au bord de la voie ferrée à Montigny-les-Metz, tout le monde aurait rigolé. Mais regardez l'histoire. Donc il y a d'autres pistes, il y a une absence de recherche, ne serait-ce que dans le voisinage, c'est une hypothèse qui sont sérieuses. Maintenant, nous, de coupables, on n'en a pas trouvé, nous n'avons pas des moyens d'enquête, nous n'avons rien de plus, mais on sait ce que les enquêteurs n'ont pas fait, et ce qui, quand même, est de nature à se dire, attention, est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne en condamnant, de toute façon, en ne regardant depuis le début qu'à l'encontre de Cédric Jubilard. Vous avez d'ailleurs dit aux jurés, je ne sais plus lequel de vous, je crois que c'est vous, maître Emmanuel Franck, pardonnez-moi si je me trompe,
pensez bien, mesurez bien la décision que vous allez prendre, car il faudra justifier à Louis, son fils, le fait d'avoir mis son père en prison aussi longtemps pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. Louis, il est aussi intervenu dans ce procès. C'est un autre temps fort extrêmement important. C'était le 13 octobre, il a écrit une lettre à la présidente du tribunal. Lettre qui a été lue par la présidente du tribunal. C'est un moment particulièrement pesant, lettre écrite avec cette main d'enfant. On va regarder un petit extrait de cette lettre. Voilà ce que dit Louis. Madame la présidente, je voudrais témoigner de ce que Cédric Jubilard m'a fait subir. Il n'appelle plus son père papa, c'est Cédric Jubilard. Cédric me demande de m'agenouiller, les mains sur la tête, 30 minutes au coin, les genoux sur les Legos lorsque je faisais une bêtise. Et il poursuit, on l'évoquait il y a un instant, le comportement, les insultes, petit ou gros con. Il écrit tout ça. Ce moment-là, il est terrible pour Cédric Jubilard. Là encore, j'entends ce que vous me dites sur ce côté, il a vécu l'isolement, il n'a pas les codes. Sa réponse, je trouve ça triste. Rien de plus. Il n'y a pas de je m'en veux, il n'y a pas de j'ai mal fait, il n'y a pas de je m'y suis mal pris, il y a je trouve ça triste. Vous comprenez que ça désarçonne un peu et que ça puisse dépeindre un personnage qu'on a envie de condamner. Oui, mais la difficulté, c'est que c'est pas ça la justice. Vous avez un gamin dont j'aurais aimé, et c'est comme ça que je l'ai plaidé, ce gamin de 6 ans au moment des faits, il ne fallait faire qu'une seule chose, c'est le laisser tranquille. Mais simplement, l'accusation avait besoin de son témoignage. Ça part de là quand même, l'utilisation de ce qu'a à dire cet enfant à l'époque de 6 ans. C'est que s'il n'y a pas son témoignage, Cédric Jubilard dort et ne s'est jamais réveillé, et donc il ne peut être l'auteur de rien. Et donc, je me permets, j'alimente, et juste je vous redonne la parole bien sûr. Il y a eu 3 auditions de cet enfant, 3 versions assez changeantes. Et une quatrième dans cette lettre. Et une quatrième dans cette lettre. Alors soyons clairs, question simple, est-ce que pour vous il est manipulé ? Non, c'est un enfant de 6 ans au moment des faits qui est évidemment complètement perméable à tout ce qui se passe autour de lui. Évidemment au collège, on lui parle de cela. Alors moi je parle pas de la sœur de Delphine Ossaguel chez qui il vit, parce que je pense que ce sont des gens très bien et qui sont pas dans la manipulation, mais je pense qu'à un moment donné, on lui fait porter une accusation qui est bien trop lourde pour lui. Et dans ma plaidoirie, puisque vous repreniez ce que j'avais pu plaider, j'ai pu dire à un moment donné, vous n'avez pas peur les uns et les autres que ce gamin de 11 ans aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, se retourne vers vous et vous dise qu'est-ce que vous avez fait de ma parole ? Parce que moi je n'ai jamais dit que papa avait tué maman, et vous avez utilisé ce que j'ai dit, vous vous êtes servi de mes 3-4 déclarations pour faire de moi le principal accusateur de papa. Et donc c'est ça qui est dérangeant et qui est toujours dérangeant, et j'ai le souvenir, et j'en termine, d'un avocat général devant la chambre de l'instruction lors de la première audience de remise en liberté, enfin de non-remise en l'occurrence en liberté, qui en se levant, dans les arguments qu'il énonçait, avait dit « Moi, je n'évoquerai pas les déclarations de Louis, je ne ferai pas d'un gamin de 6 ans le porteur d'une responsabilité. » Mais manifestement, l'accusation avait quand même besoin de lui et a fait fi de toutes ses précautions. Maître Martin. Écoutez, pas mieux. On ne dit pas que cet enfant est manipulé, mais il y a une psychologue qui est intervenue l'autre jour à la télé qui a expliqué l'ambiance dans laquelle vit cet enfant est extrêmement importante. Il est baigné, d'ailleurs c'est sorti au procès, il est baigné par les émissions de télévision, il est baigné certainement inconsciemment par les propos de ceux qui s'occupent de lui. À un moment donné, ce qui est important, c'est la première parole, ce que nous disait cet expert psychologue, c'est la première parole de l'enfant, recueillie dans des conditions extrêmement précises, les auditions Mélanie, et ensuite, plus on s'éloigne, disait cette psychologue, plus on s'éloigne, plus on prend le risque que cette parole évolue compte tenu de l'ambiance dans laquelle cet enfant vit. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Quant à cette lettre, et j'en terminerai par là, le procédé était insupportable. Nous avons eu des mots durs s'agissant de la production de cette lettre, mais bon, c'est insupportable. D'une lettre, personne ne va dire qu'elle est dictée, mais grandement inspirée, comme par hasard, alors qu'on était en plein débat sur le fait de savoir si sa mère portait des lunettes ce soir-là, le petit Louis va écrire... Quand vous dites procédé, le choix de ce terme, ça veut dire que vous pensez qu'il y a une manipulation, en tout cas, je dis pas ça comme ça, mais une volonté pour les avocats de faire un coup des avocats adverses. En tout cas, moi j'estime que ça aurait pas dû être fait. Voilà, c'est sujet à caution, c'est sujet à controverse. Réservons la parole de l'enfant à un cadre qui est strictement délimité, avec des procédés, des auditions Mélanie. Ça avait été le cas.
point final, on fait pas témoigner un enfant, on l'entend et on travaille les uns et les autres sur la base de cette première audition. Ce petit garçon, Louis, peut-être plus que d'autres, il a besoin d'une vérité judiciaire. Et peut-être que la tentation des jurés, c'était de lui en présenter une en lui disant, voilà, c'est papa qui a tué maman. Parce que, inversement, si on prend le raisonnement à l'envers, l'acquittement, ça veut dire, c'est personne. À défaut de contre-scénario, de contre-récit, c'est lui dire, maman n'est plus là, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Là, les jurés lui ont livré une vérité judiciaire, temporaire. Il est présumé innocent, il sera rejeté en appel. Mais ils lui ont livré quelque chose. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça dans l'esprit des jurés ? Je n'en sais rien, je suis pas dans leur esprit. Mais regardez cette réponse qu'on lui apporte. Ok, on lui apporterait une vérité judiciaire, mais le plus satisfaisant pour ces enfants, c'est que leur père soit acquitté, que la démonstration est qu'on dise à cet enfant, papa est innocent. Parce que c'est une décision qui est grave sur toutes les conséquences, au-delà de la condamnation à 30 années de réclusion criminelle à l'encontre de Cédric Jubilard. Maman a disparu et l'ont fait disparaître papa. Alors je ne dis pas que si la culpabilité était démontrée de Cédric Jubilard, il ne faille pas le condamner pour préserver les enfants. Mais par contre, si l'innocence ou si la culpabilité ne peut pas être démontrée de manière intangible, je crois que la meilleure solution, d'abord pour faire respecter la justice, c'est que cet homme soit innocenté, et je crois que c'est aussi une solution pour les enfants que d'expliquer, la justice a été rendue, votre père n'est pas le responsable de la disparition de votre mère. Selon vous, on a pris là 2 éléments de ce procès qui a été bien plus long évidemment, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre stratégie ? Qu'est-ce que vous avez raté ? Je pense qu'on sera certainement éclairé lorsqu'on aura la feuille de motivation. On verra ce qui a pu convaincre les jurés, ce qui a pu les retenir. Peut-être, alors, on a tendance parfois, et certainement, nous, à minimiser l'impact que peut avoir le comportement de l'accusé, parce que nous, il était dans le box comme il est depuis 4 ans et demi quand on le rencontre. Donc, il y a quand même chez lui une forme de spontanéité. C'est pas quelqu'un... Les maltraitances sur Louis, il les a reconnues, il n'a pas tergiversé, il n'a pas été retors. C'est quelqu'un qui... indique assez facilement les choses quand il ne fait pas comme il faut. C'est pas quelqu'un de retors, c'est quelqu'un d'assez authentique, est assez spontané, avec l'étayage qui est le sien, et le peu d'étayage qui est le sien. Mais nous, peut-être, n'avons-nous pas assez pris la mesure de quelque chose que je trouve particulièrement injuste, qui est que, de toute façon, quoi qu'il fasse, je pense que ça n'ira jamais. On a entendu des jurés, on avait une vidéo, une bande sonore qui a été diffusée, il avait été enregistré à son insu, Cédric Jubilard, quelques jours après la disparition de Delphine. Et dans cet enregistrement, on l'entend pleurer. Et là, on se dit, il pleure, et puis on entend les personnes autour qui lui tapent sur l'épaule. Donc manifestement, cet homme pleure. Eh bien, ça devient à l'audience, il fait semblant, c'est du cinéma, c'est des larmes de crocodile. Donc on finit par se demander quel serait le bon comportement, puisque personne n'a envie qu'il se comporte bien. C'est comme ça, en fait, qu'il faut raisonner. Personne n'a envie qu'il n'ait pas la tête du coupable. Parce qu'effectivement, cet enregistrement, vous avez raison, il a été diffusé, tout le monde a dit toute la première partie de l'enregistrement, il est très distant, il fait un peu comme si ça n'était rien, puis tout d'un coup il se met à pleurer, on se dit c'est des larmes de crocodile, il fait semblant de pleurer, tout est effectivement pris à caution. Mais vous êtes assez professionnel et assez aguerri pour savoir que l'émotion dans ce procès allait jouer beaucoup. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait la mère, à ce qu'il faut, vous saviez qu'il y aurait la mère, peut-être pas la lettre de Louis, mais tout ça vous le saviez. Est-ce que vous vous étiez dit, il y a une stratégie à mettre en place pour affronter ce raz-de-marée d'émotions qu'on va mettre en face de nous ? Vous savez, pour revenir à la préparation de Cédric Jubilard, nous avons trop d'expérience pour savoir qu'un accusé, vous ne le préparez pas. Alors, a fortiori, sur un procès de 4 semaines, c'est impossible. À part avoir affaire à un accusé qui sort des cours Florent, c'est impossible. Alors, ce que nous allons peut-être améliorer, effectivement, que la présentation ou la manière, le comportement de Cédric Jubilard, on a bien senti qu'il y a des choses qui ont heurté la cour et le jury. Vous lui aviez dit en amont, vous lui aviez dit ne fais pas ça, comporte-toi comme ça, et il vous a pas écouté ? Et là, on rentre dans l'intimité de la relation. Évidemment que nous conseillons nos clients. On va déjà donc il n'a pas forcément tout écouté. On va déjà faire, en tout cas... Il ne vous répondra pas. Et moi non plus. On va déjà faire quelque chose pour laquelle nous sommes soutenus par l'avocat général qui a dit c'est pas normal que cet homme soit encore à l'isolement. Donc je le dis publiquement, je retiens sa parole, nous allons demander dès la semaine prochaine la main levée de l'isolement de Cédric Jubilard pour qu'il revienne dans des conditions de vie
un peu plus normales, si tant est que l'incarcération soit des conditions de vie normales. Peut-être qu'il puisse rencontrer et travailler avec un psychologue pour le déverrouiller. C'est un homme qui est complètement verrouillé. Oui, mais sur sa nonchalance, sur la façon de se présenter, alors qu'il joue quand même 30 années de réclusion criminelle, possiblement. Dans le conseil que vous délivrez, je comprends que vous voulez pas rentrer dans l'intimité de la relation avocat-client, mais la tenue. Il vient en survêtement. Vous pouviez pas lui dire, mais une chemise, enfin, essaye de changer un peu enfin, vous voyez, j'imagine, d'aller changer votre présentation. Non, mais il faut quand même savoir, et c'est pour ça que nous insistons, il faut quand même savoir qu'au quartier d'isolement, il n'a pas de vêtements, qu'au tout début de son incarcération, et pour tout dire, puisque nous l'avons dit publiquement, c'est Maître Martin qui a dû lui donner des vieux pulls à lui, parce qu'il était transi de froid, il n'avait pas de vêtements. Donc pour le procès, on est allé, ses avocats, nous, on est allé lui chercher une chemise, 2 polos et un pull. On a pris un pull bleu marine. Bon, on a trouvé que c'était discret. Le pull bleu marine, la couleur est interdite parce que c'est la couleur des surveillants. Et donc, il s'est retrouvé avec des habits d'indigents. Et dans les habits d'indigents, il avait froid et il a pris une veste de survêtement. On va le lui reprocher. Que voulez-vous qu'il y fasse ? Il n'a pas de vêtements. Mais donc, si vous travaillez à construire aussi une image de présentation par rapport au jury, le fait qu'il ait un survêtement et qu'en plus il accepte d'être filmé par la presse, etc., ça renforce encore cette image de nonchalance ou de prise à la légère de quelque chose qui est d'une extrême gravité. Mais vous imaginez de quoi on parle depuis tout à l'heure ? Moi, quand même, ça fait plusieurs minutes. On parle du ressenti de la maman, on parle de la lettre d'un enfant de 6 ans à l'époque des faits, on parle de la tenue vestimentaire de Cédric Jubilard. Rassurez-moi, la justice, c'est pas ça, quand même. Ça a été un peu ça. Ça a été un peu ça, mais on a le droit de considérer que c'est pas normal. Alors on va voir. J'ose imaginer que dans la feuille de motivation, il n'y aura pas le fait que Cédric Jubilard se soit présenté le premier jour avec un survêtement. J'espère quand même. Alors là, si on en est là, bon. Vous restez avec nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser sur votre travail, sur la manière dont s'est déroulé ce procès, sur la manière dont vous allez préparer le prochain. On se retrouve dans un instant pour la suite d'Histoire criminelle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'Histoire criminelle avec 2 invités exceptionnels, les 2 avocats de Cédric Jubilard, Maître Emmanuel Franck, Maître Alexandre Martin, qui sont avec nous. On est en train de reprendre tout ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines, d'essayer de comprendre ce qui a conduit à la condamnation de Cédric Jubilard et puis comment vous allez vous préparer à l'appel, puisqu'il y aura donc un 2e procès. On a évoqué le témoignage de la mère de Cédric Jubilard, on a évoqué le témoignage, la lettre manuscrite de Louis. Il y a un autre témoignage qui a peut-être pesé, c'est celui de l'ex-petite amie de Cédric Jubilard qui est venu raconter à la barre ce qu'elle avait raconté là aussi dans les médias avant et notamment aux équipes de 7 à 8. Et je lui dis mais comment t'as fait Cédric ? Et il me dit mais je l'ai étranglé. Et là s'ensuit en fait des aveux et au creux de mon oreille des aveux et il me dit je l'ai étranglé et je l'ai fini par terre et je l'ai laissé comme ça, je suis allée fumer un joint. Il est derrière moi en fait, il prend ma tête, il met son avant-bras contre mon front, il me cale contre lui et il me fait une clé de coude mais sans serrer cette fois au niveau de mon cou comme pour m'étrangler. Et en fait c'est ça, il m'a dit que c'est ça qu'il avait fait à Delphine et qu'en fait ça lui a provoqué une lésion sur le bras tellement qu'il a serré en fait. Et je lui dis mais tu serais capable de me faire ça ? Et il me dit je l'ai fait une fois, je peux bien le refaire. Il me dit mais tant que tu me trompes pas, tu ne risques rien. Il y a ce témoignage, il y a les codétenus aussi qui sont venus raconter comment Cédric Jubilard leur avait raconté comment il avait tué Delphine, où il l'avait mise. Toutes ces déclarations, ces confessions, alors que certaines ils réfutent, elles ont pesé aussi. Vous aviez un client qui a beaucoup parlé à d'autres, qui a fait beaucoup de confessions dont vous vous seriez probablement passé. Je vous sens dépité sur cette interview. Non, pas du tout. Regardez qui prendrait la parole. On va pas refaire tout ce qu'on a plaidé. Il y a effectivement des personnes qui ont recueilli, entre guillemets, des confidences qui n'en sont pas, qui sont une attitude qui effectivement a pu surprendre, mais Cédric Jubilard est à l'isolement, il a un co-détenu qui ne cesse de le harceler, et à un moment donné, il sort cette phrase, comme il avait pu le dire à Séverine, qui d'ailleurs n'a pas pris ça au sérieux. Investigation menée, ça ne mène à rien. S'agissant de la dame qui a témoigné, Jennifer, alors là, on est dans un tout autre registre. D'abord, c'est totalement contesté par Cédric.
Imaginons que l'on est à 3-4 mois de son procès, donc c'est complètement délirant d'imaginer qu'il puisse aller avouer quoi que ce soit, alors que ça fait 4 ans et demi qu'il se bat pour clamer son innocence. Et deuxième chose, c'est un personnage particulier, je vais essayer d'être très bref, c'est quelqu'un qui arrive dans la procédure, dans la vie de Cédric, en 2021, qui rentre sur des réseaux sociaux, qui s'affiche comme quelqu'un qui veut faire parler Cédric, qui veut obtenir des informations, qui est particulièrement intrigante. Et puis qui en 2023 débarque à la maison d'arrêt, a immédiatement des relations sexuelles avec lui, puis un beau jour va sortir ce témoignage, sorti de nulle part. C'est absolument impossible que des surveillants n'aient pas surpris Cédric en train de tenter d'étrangler cette Jennifer. Ça ne tient pas la route. La configuration du parloir est telle que c'est impossible. D'ailleurs, ils se sont fait attraper alors qu'ils avaient des relations sexuelles dès la première fois. Voilà. Et ce témoignage, personne ne l'a pris au sérieux. Les gendarmes, ils sont informés à partir du mois de mai de ce témoignage. Ils n'en feront rien. Et c'est uniquement parce que cette Jennifer va aller balancer, va aller parler dans la presse, au lieu d'aller directement chez les gendarmes. Ça fait des semaines et des semaines, soi-disant, qu'elle aurait cette information. Que là, on va aller l'entendre. Mais personne n'en a retenu quoi que ce soit. Ce qu'elle décrit, que vous réfutez, que vous contestez, c'est le récit d'un féminicide. C'est aussi l'hypothèse qui a été plaidée par bon nombre d'avocats durant ce procès. Je voudrais qu'on regarde ce que maître Pauline Rongier, qui était partie civile, elle défendait l'une des amies de Delphine Jubilard, a écrit hier dans un communiqué sur cette affaire et sur le verdict. L'absence de corps n'est pas une preuve en moins, mais une sauvagerie en plus. C'est l'anéantissement total de la victime jusqu'à la faire disparaître. C'est le paroxysme du féminicide, c'est-à-dire un homme tout-puissant qui veut faire disparaître sa femme de A à Z. Qu'est-ce que vous répondez à Pauline Rongier ? À elle directement rien, parce que j'ai essayé d'éviter pendant 4 semaines quand même de trop lui répondre des choses. On a un communiqué de presse qui est indigne d'une avocate, tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme d'abord, de faire des communiqués de presse, c'est pas notre métier, c'est publicitaire, c'est extrêmement désagréable. En fait, c'est du militantisme aveugle qui n'a pas sa place dans un procès judiciaire. Sur le fond, c'est complètement faux, puisqu'on y apprend dans ce communiqué que ce serait une décision historique en ce sens que ce serait la première fois qu'un homme est condamné alors qu'il n'y a pas de corps. Quelle méconnaissance totale de la culture judiciaire que de pouvoir dire une ineptie pareille. Donc pas grand-chose à commenter, si ce n'est que c'est une avocate qui a énormément pollué, et j'emploie le terme à dessein, qui a énormément pollué cette audience, parce qu'elle était dans un militantisme aveugle, voulant impérativement faire de ce dossier un féminicide, mais surtout un féminicide avec toutes les caractéristiques qu'elle pense connaître, à savoir une femme isolée, une femme soumise, et on avait des quantités de témoins qui venaient expliquer que Delphine Jubilard avait énormément d'amis, qu'elle sortait énormément, qu'elle n'était pas isolée, qu'elle n'était pas qu'il n'y avait pas de tyran domestique à la maison, qu'elle pouvait être un petit peu effacée, mais que derrière à la maison, elle réglait ses comptes avec Cédric Jubilard quand il l'avait embêté en public. Donc on avait tout le dossier qui lui criait le contraire, mais avec un positionnement qui est un positionnement militant, dans un couloir, sans aucune hauteur de vue. Et je dirais, je suis pas tellement étonnée du communiqué de presse. Par contre, permettez-moi quand même de dire que c'est tout simplement indigne. J'aimerais qu'on se projette vers la suite, sur ce deuxième procès qui arrive, et qu'on dise avant cela peut-être un mot de votre méthode, parce que c'est celle qui va aussi prévaloir pour la suite. Tout le monde a salué votre complicité. Vous avez vécu, si je l'ai bien compris, dans un appartement que vous aviez loué. Tous les soirs, vous revoyez la procédure. Quelle est et comment vous décririez la méthode Franck Martin ? C'est quoi votre atout, votre complicité ? Vous lisez dans le cerveau de l'un de l'autre ? Alors la complicité... Quand même pas. Mais... Effectivement, elle est née d'une relation de travail qui a commencé maintenant en 2008. Ça fait 17 ans donc que nous travaillons ensemble. De nombreuses, quasiment une centaine d'affaires d'assises plaidées ensemble, donc ça crée des réflexes, une complicité, des domaines où peut-être Emmanuel est plus rigoureuse, des domaines où j'interviens plus souvent sur le côté émotionnel. On se répartit les choses. J'ai pas d'émotion, moi. Et lui, pas de rigueur. Pas de rigueur. Je caricature à dessein, mais et ensuite quelque chose qui est très simple. Nous sommes des besoins
besogneux. Beaucoup de travail pendant tout l'été, des centaines, voire des milliers d'heures de travail pour connaître le dossier par cœur, et ensuite nous échangions en fin de journée, généralement, sur le travail que nous avions pu fournir dans la journée. Et on a vu ce travail dans vos plaidoiries ciselées, que tout le monde a salué, donc on peut le dire unanimement, la presse comme vos confrères l'ont dit. Ce deuxième procès, vous y travaillez déjà, vous prenez un peu de vacances, vous vous y mettez dès demain, vous l'avez déjà dans votre tête. Comment ça se passe ? Je crois qu'on a l'idée de ne pas s'y replonger de suite, mais après le cerveau fonctionne un peu fatigué. Différemment. Non, il fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'on aimerait le mettre en pause et se dire bon, on va laisser décanter tout ça et on y retournera dans quelques temps, mais ça continue à travailler, à se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme il faut, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, parce que vous savez, on est très content d'entendre que nos plaidoiries ont été saluées unanimement, mais au bout du bout, le résultat n'est pas là. Donc on peut se congratuler à l'infini. Ce qui compte quand même surtout, c'est qu'on voit comment ce qui a péché, et nous en avons discuté, comment on peut faire et pour finalement que soient sauvés les principes qui font que nous faisons ce métier-là. Est-ce que vous avez eu Cédric Jubilard depuis vendredi ? Oui, nous sommes allés le rencontrer samedi matin. Deux choses. D'abord, pour qu'il nous confirme, comme il nous l'avait dit la veille, premièrement, qu'il souhaite faire appel, donc ça c'était une évidence, mais nous sommes allés recueillir son accord. Deuxième chose, c'est savoir s'il entendait garder les mêmes avocats. Il aurait pu dire, moi écoutez, maintenant je vais essayer avec d'autres. Et Cédric Jubilard nous a à nouveau confié la mission de le défendre en appel. Et ensuite, nous avons commencé à discuter de comment on va prendre le dossier. Bon, imaginez bien que samedi matin, il n'avait pas trop la tête à ça, et nous non plus. On se reverra. Voilà. En tout cas, on est venu lui témoigner notre volonté, notre énergie pour continuer à l'accompagner et le défendre devant la cour d'assises. Les gendarmes ont été beaucoup bousculés quand vous les avez eus face à vous. On a aussi beaucoup retenu ça. Vous les avez bousculés sur le fait qu'ils n'avaient pas suffisamment enquêté sur le profil de l'amant de Montauban, sur sa vie, y compris sa vie personnelle, intime, ses applications mobiles qu'il avait. Et puis, il y a la téléphonie. Quand vous avez mis à jour le fait que son téléphone aurait borné à proximité du domicile des Jubilard. Et vous avez dit à un moment donné cette phrase dans l'interview de Philippe, vous avez dit ce point n'est pas réglé. Ce point de la téléphonie, ça veut dire que vous allez y revenir en appel ? C'est là-dessus que va se baser votre stratégie ? Non, parce qu'on n'est pas malhonnête. Nous, on a vu dans la procédure, manifestement, personne ne l'avait vu. On n'a rien fouiné. C'était dans le dossier. Il suffisait de le voir et de le lire. On a vu à un moment donné qu'il y avait cette chose-là, cette difficulté, on va le dire comme ça, c'est-à-dire le téléphone de l'amant dont on nous dit qu'il active la cellule couvrant le domicile le soir de la disparition. On a dit ce qu'on avait à en dire, surtout qu'il y avait un procès-verbal qui avait disparu, qui était censé être celui qui nous donne l'étude téléphonique correspondante. À partir de là, on a eu un document qui serait censé nous expliquer que c'est une erreur de copier-coller. Ce document, c'est un tableau Excel, donc c'est pas la source. On n'est pas là pour faire des coups de théâtre. On veut que ça soit réglé avant le procès en appel. On veut avoir, et on le demandera, à avoir les données brutes pour savoir ce qu'il en est et si c'est un copier-coller ou s'il y a autre chose. Allez, ce sera la dernière question. Depuis le verdict, vous dormez mieux ou vous dormez moins bien ? Pour l'instant, on n'a pas encore rattrapé toutes les heures de sommeil en retard, mais effectivement, la tension est en train de tomber. Et bon, écoutez, on va se remettre rapidement, et de toute façon, on a un cabinet à faire tourner, et les affaires reprennent dès demain. Et vous avez un deuxième procès Jubilard d'ici la fin de l'année 2026. Un très grand merci d'avoir choisi Histoire criminelle pour votre première grande interview post-verdict. Merci Maître Emmanuel Franck, merci Maître Alexandre Martin, merci Guillaume. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Histoire criminelle.